À Jérusalem, nous sommes en ligne avec notre correspondant donc Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokertov. Une confrontation directe entre le gouvernement et la Cour suprême autour de la composition du Conseil de la seconde autorité de l'audiovisuel israélienne. Oui, effectivement, la Cour suprême israélienne a décidé de geler les nominations au sein de la seconde autorité audiovisuelle israélienne, mais le gouvernement a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de respecter cet arrêt de la Cour suprême qui, selon le gouvernement, va à l'encontre de la loi. Cette annonce du gouvernement suscite depuis hier de très vives critiques, en particulier au sein de l'opposition. Sans surprise, la conseillère juridique du gouvernement, Galit Barav-Miara, a dénoncé cette décision du gouvernement. Selon elle, cette décision vise à torpiller les verdicts juridiques de la Cour suprême et à menacer ceux qui entendent les respecter. Cela va à l'encontre des règles de base de la démocratie israélienne, a-t-elle déclaré. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, a lui aussi critiqué l'annonce du gouvernement et il a affirmé que celle-ci portait atteinte à l'unité nationale. C'est une ligne rouge à ne pas dépasser, a déclaré le président Herzog. Hier soir, le secrétaire général du gouvernement, Yossi Fuchs, a publié une clarification. Il affirme que le gouvernement n'appelle pas à ne pas respecter les arrêtés de la Cour suprême, mais qu'il s'agit dans ce dossier d'un cas dans lequel la loi est très claire et cette loi va à l'encontre de la décision de la Cour suprême. Et puis on va maintenant nous diriger vers le sud Liban où soldats israéliens et libanais auraient entamé des conversations de coordination. Oui, l'objectif de ces conversations serait de déterminer quelle zone sera totalement vidée des terroristes du Hezbollah et ce avant même la mise en application du fameux plan pilote au cours duquel Tsahal doit se retirer d'une zone du sud Liban et l'armée libanaise doit la remplacer dans cette zone. C'est je vous le rappelle, l'une des directives les plus importantes de l'accord de cessez-le-feu conclu il y a 2 semaines entre le Liban et Israël. Au Liban, on dit comprendre les besoins des Israéliens de fixer des critères très clairs concernant ces zones d'évacuation. Et puis, il faut souligner que le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, était hier en tournée d'inspection au Liban. Il s'est rendu en particulier sur le château du Beaufort qui domine le sud Liban, et ce afin de procéder à des évaluations sécuritaires dans la région. Le général Zamir était accompagné du commandant en chef de la région Nord, le général Rafi Milo. Et puis en marge, on a appris que des notables de plusieurs villages chrétiens du sud Liban avaient apparemment demandé à être annexés par l'État d'Israël. Oui, c'est le Premier ministre Benyamin Netanyahou qui a fait cette déclaration lors d'une interview sur la chaîne Fox News. Monsieur Netanyahou n'a pas précisé de quel village sud-libanais il s'agissait, mais apparemment ces villages, qui sont actuellement sous contrôle israélien, réuniraient une population totale de quelques 20 000 personnes qui, dans l'ensemble, s'est déplacée vers le nord du Liban en attendant que les combats cessent. Côté israélien, on considère qu'il n'est pas question d'annexer ces villages, car Israël n'a pas de revendication territoriale au Liban, mais on affirme que Tsahal continuera à garantir la protection de ces villageois chrétiens, en particulier face aux menaces du Hezbollah. 70 militants de la droite nationaliste ont tenté par ailleurs de franchir illégalement la frontière israélo-syrienne. Oui, c'était hier. Ces militants donc de la droite nationaliste israélienne entendaient pénétrer en Syrie pour revendiquer la souveraineté d'Israël sur cette partie de la Syrie au moins. Ils ont été arrêtés par une unité de Tsahal qui patrouillait sur place. Au sein de Tsahal, on qualifie cet incident de grave et l'on explique qu'il y a dans cette démarche une infraction à la loi qui met en danger les forces de Tsahal mais également des civils israéliens. Et puis hier, la ministre des Transports, Miri Regev, a confirmé le transfert par Israël aux Émirats Arabes Unis de batteries de missiles Dôme de fer. Oui, on en avait parlé durant la guerre, mais c'est la première fois qu'un membre du gouvernement israélien reconnaît ouvertement avoir fourni aux Émiratis de telles batteries de missiles intercepteurs durant l'opération Rugissement du Lion. Selon Madame Regev, cet envoi reflète l'étroite coopération et coordination qui existe entre Israël et les Émirats. Les Émiratis ont compris, selon Madame Regev, que les missiles balistiques iraniens représentaient la menace la plus sérieuse de leur part contre les pays du Golfe. Et c'est pour cela qu'ils ont donc décidé d'acquérir ces batteries d'hommes de fer. Un développement par ailleurs à vérifier dans la bande de Gaza, Daniel, le Hamas qui aurait accepté de dissoudre son gouvernement entre guillemets. Oui, c'est pour l'instant en tout cas le journal saoudien Sharq el-Wassat qui l'affirme en expliquant que le Hamas devrait prochainement annoncer la dissolution de son pouvoir dans la bande de Gaza. L'objectif serait de remplacer ce gouvernement du Hamas par les membres du Conseil de la paix et par le gouvernement de technocrates palestiniens décidé par Donald Trump et donc ces technocrates palestiniens pourraient se préparer donc à prendre des fonctions de haute responsabilité dans la bande de Gaza.
Et puis enfin, c'était hier le 122e anniversaire de la mort de Theodor Herzl et à cette occasion, une cérémonie s'est tenue sur le mont Herzl à Jérusalem. L'invité d'honneur de la cérémonie était le président de l'État, Yitzhak Herzog, qui a évoqué l'héritage du père du sionisme moderne et l'a replacé dans le contexte de l'actualité actuelle en Israël, répondant aux accusations du chef de la diplomatie turque qui avait qualifié en début de semaine Israël de fardeau pour le monde. Le président Herzog a déclaré qu'au contraire, Israël était une bénédiction pour le monde. Pour le président Herzog, Israël ne défend pas seulement ses propres intérêts lorsqu'ils luttent contre le terrorisme, mais également ceux du monde entier. Enfin, le président a affirmé que les prochaines élections législatives en Israël ne devaient pas être une guerre civile sur le terrain. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Stéphane Goldin. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel, Boker Tov à tous les auditeurs de Kalita. Alors, vous êtes ancien officier des unités spéciales de l'armée israélienne, expert sécuritaire. Avec vous, je voudrais que l'on revienne sur un dossier dont on n'a pas parlé effectivement depuis longtemps, peut-être parce qu'on s'était focalisé sur le Liban et sur l'Iran, mais qui revient sur le devant de la scène et pas de manière particulièrement rassurante. C'est le dossier de la bande de Gaza, avec des informations sur un renforcement du Hamas à l'intérieur de la partie sous son contrôle dans la bande de Gaza. Ça veut dire aujourd'hui, on va dire quelque chose entre 30 et 40% de la bande de Gaza. Le Hamas se renforcerait, il disposerait à nouveau d'armes, de terroristes qui seraient capables de lutter, de combattre des forces israéliennes. Ces informations, elles vous paraissent véridiques ou alors il y a une tentative de démoralisation et finalement derrière cela, au bout du compte, le Hamas est toujours très affaibli? Malheureusement, ces informations sont véridiques. Et c'est vrai que le Hamas a continué à se renforcer au moment où tout s'était focalisé sur le nord d'Israël, c'est-à-dire vers le Liban et sur l'Iran. Mais le Hamas en a profité pour maintenir et renforcer sa présence dans les 40% de la bande de Gaza où ils sont restés après, non pas après, parce qu'elle n'a jamais été terminée. Ce qui s'était passé dans la bande de Gaza, c'est 2 ans et demi. Et concrètement, c'est vrai que les terroristes du Hamas, aujourd'hui, ont des armes, font un travail de police, mais aussi entraînent énormément ces militants, ces terroristes en herbe, à vouloir reprendre une guérilla contre les forces de Tsahal. Stéphane, ce sont des armes dont le Hamas disposait déjà, ou alors ce sont des armes qui ont été acheminées? On a parlé de drones qui transportaient des quantités d'armes. Est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai du mal à faire le clair à ce sujet. On dit qu'il y a des drones qui circulent entre le Sinaï et la bande de Gaza, mais on dit en même temps que ça n'a pas transporté plus que quelques dizaines de mitraillettes. Alors, il faut dire d'abord les choses clairement. C'est vrai que les forces de Tsahal ont donné énormément de coups au Hamas et ont éliminé énormément de terroristes du Hamas. Ils en ont encore éliminé 2 ce matin. Hier matin exactement. On voit qu'il y a eu franchement des coups frappés au sein de l'organisation. Concernant les armes, c'est vrai qu'il leur restait encore des armes. Il leur restait des armes dans différents tunnels où on n'a pas encore réussi à accéder. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques drones qui ont pu transporter des armes d'une façon, je dirais, démantelée, qu'il faut remonter sur place. Et ces drones sont passés par le Sinaï. Alors c'est vrai que c'est pas énormément d'armes, mais c'est toujours des armes qui sont dans les mains du Hamas, qui leur permettent aujourd'hui d'avoir, je dirais, cette force de police afin de maintenir un certain ordre, et je mets bien le mot entre guillemets, dans les 40% de cette bande de Gaza, mais aussi il y a de plus en plus de menaces, pour dire clairement les choses, par rapport au territoire israélien, par rapport à cette ligne jaune qui sépare cette bande de Gaza du nord au sud, et on voit très bien que le Hamas aujourd'hui se prépare ou se préparerait en tout cas à mener de nouvelles opérations contre les forces israéliennes. Alors concrètement, très critique. Alors concrètement, c'est-à-dire que
comment on peut se renforcer dans la situation dans laquelle on se trouve lorsque, on va dire, les frontières sont apparemment fermées, puisque l'armée israélienne, elle est jusqu'au littoral au sud au point sud du littoral de la bande de Gaza et au point nord. Donc ça ne peut pas arriver par voie terrestre, ça ne peut pas arriver par voie maritime. Vous parlez de quelques drones. Comment vous allez dire, ça ne peut qu'arriver par voie aérienne et donc par des drones. Donc aujourd'hui, vous savez, les drones, c'est pas simplement des petits appareils, ce sont des gros drones qui peuvent porter un certain poids. Oui, mais l'armée israélienne, elle est censée les neutraliser, ces drones. L'armée israélienne est censée les neutraliser. Le problème, c'est que l'armée israélienne ne peut pas être non plus partout. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit au début de mon propos, l'armée israélienne s'est focalisée sur ce qui se passait dans le nord du pays et sur l'Iran. Et c'est vrai que malheureusement, il est plus que probable que plusieurs drones aient passé la frontière entre l'Égypte, c'est-à-dire le Sinaï, et le territoire de Gaza pour apporter ce matériel. Alors, la question aussi qui pourrait se poser, y a-t-il encore des tunnels entre le Sinaï et la bande de Gaza, je dirais, de ce côté-là? Ce que je doute, pour dire, je pense que tout est passé par voie aérienne. Maintenant, c'est vrai que tout ça prête évidemment à interpellation. Il faudrait pas relaisser faire les choses. Il faudrait pas regarder, je dirais, le train passé comme peut-être ça a été fait dans les années auparavant. L'aide humanitaire, Stéphane, l'aide humanitaire, elle est vérifiée de manière très minutieuse par les autorités israéliennes, ou alors il est possible que dans l'aide humanitaire, dans les dizaines de camions qui passent chaque jour, eh bien il y a peut-être du ciment pour reconstruire des tunnels, peut-être des armes qui sont cachées, peut-être J'arrivais justement à la question de l'aide humanitaire. Alors l'aide humanitaire continue à affluer, je dirais, dans la bande de Gaza. C'est vrai qu'il y a un contrôle israélien. C'est vrai qu'au sein de cette aide humanitaire peut passer à travers les mailles du filet ou des armes ou du matériel, ou en tout cas, je dirais des morceaux d'armes, c'est-à-dire des éléments d'une arme pour qu'elle puisse se reconstituer sur le territoire de la bande de Gaza. Donc on voit qu'il y a différents mouvements, différentes façons pour acheminer du matériel dans la bande de Gaza. Malheureusement, Israël ne peut pas tout regarder. Il y a, comme je l'ai dit, quelquefois des failles dans le filet, et quelquefois ça passe. Et on voit en tout cas aujourd'hui, et on le voit sur toutes les chaînes d'information, des militants terroristes du Hamas armés jusqu'aux dents, et donc prêts pour l'instant qui font je dirais ce travail de police, je dis bien le mot entre guillemets, mais concrètement qui essaye aujourd'hui de reconstituer une armée. Pourquoi l'armée a toujours été contre tout accord qui pouvait avoir lieu sur ce territoire. Ça, on le sait. On comprend également que le Hamas n'a pas l'intention de se laisser désarmer. On sait même qu'il n'y a pas pour l'instant de force internationale qui est capable de désarmer le Hamas. Mais pourquoi on a le sentiment que du côté de l'armée que il y a une forme d'inquiétude, de préoccupation, alors que si on avait dit peut-être au lendemain du 8 octobre que 2 ans et demi plus tard, l'armée israélienne, ou près de 3 ans, l'armée israélienne se trouverait déployée sur plus de 60% de la bande de Gaza, finalement, le résultat, il est là. C'est un territoire qui a été perdu par le Hamas. Et ça, c'est un échec tout de même. C'est un territoire qui a été perdu par le Hamas dans un certain sens. C'est un échec dans un certain sens. Mais le Hamas est toujours là, pour dire clairement les choses. Rappelez-vous, à partir du 7 ou 8 octobre, c'était la démilitarisation du Hamas. On parlait même d'élimination du Hamas. On ne parlait même pas de démilitarisation. Et c'est vrai qu'il y a eu la mise en place de ce Conseil pour la paix, dans le fond, qui a un petit peu tout stoppé, un petit peu comme ce qui se passe au Liban, ce qui s'est passé aussi en Iran, où il y a eu les États-Unis, pour dire clairement les choses, qui ont mis un stop à tout cela. Et du coup, le Hamas s'est retrouvé dans une situation qui, dans le fond, qui l'arrangeait bien, parce qu'elle maintenait sa présence sur le territoire de la bande de Gaza, même si ce n'est que 40%, et ce qui lui permet encore d'arriver vers la ligne jaune, c'est-à-dire cette bordure, cette frontière sur la bande de Gaza qui sépare la bande de sécurité côté israélien et le territoire géré par les terroristes du Hamas, et de pouvoir titiller, je dirais, les soldats israéliens.
Alors, beaucoup d'inquiétudes, évidemment, par rapport aux habitants du sud d'Israël. Il s'avère que hier, j'étais du côté de Netivot et de Sderot, et je parlais avec quelques habitants qui commencent aussi à s'inquiéter, je dirais, de cette situation, parce qu'on n'en voit pas la fin. Est-ce que, dans le fond, un jour, le Hamas pourra être complètement démantelé? C'est un peu une rhétorique que l'on commence à entendre aussi avec ce qui se passe au Liban, sauf qu'au Liban, c'est différent. Il y a un État face à un autre État, c'est-à-dire le Liban face à Israël, avec une volonté de démanteler une entité terroriste. Là, il n'y a pas d'État. Mmh. Eh bien, on va en rester là. On va essayer de voir effectivement comment la situation va se développer dans la bande de Gaza. On aura l'occasion aussi de reparler de ce qui se passe dans le Nord. Si je peux me permettre, Daniel, je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi énormément d'inquiétudes au sein de l'état-major de Tzahal sur la situation dans le Sud. À savoir comment les choses vont pouvoir être gérées, sachant aussi, et ça c'est la bonne nouvelle, je dirais, que le Conseil pour la paix a dit qu'il ne voulait plus de l'UNRWA aussi à Gaza. Donc, on va voir comment les choses évoluent par rapport à ça. Et ça donc, il peut y avoir des développements, mais en tout cas, de ce que l'on entend, en tout cas, ce Conseil de la paix qui n'a pas véritablement aujourd'hui de fonction, eh bien, semble pourtant laisser faire les Israéliens dans leur, on va dire, destruction systématique de la zone qu'ils contrôlent dans la bande de Gaza. Et d'une certaine manière, peut-être que c'est quelque chose de souhaité ou de souhaitable pour l'armée israélienne, pour l'état-major. On le verra dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci beaucoup Stéphane Goldy d'avoir été avec nous. Bonne continuation, à bientôt. Bonne journée à tous. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Didier Djadi. Didier, bonjour. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Un grand bonjour à l'ensemble des citoyens d'Israël. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes sociologue, que vous êtes opposant au régime iranien. Et avec vous, je voudrais qu'on essaye de mieux suivre un peu ce qui se passe à Téhéran ces derniers jours avec les funérailles nationales de l'ex-guide suprême Ali Khamenei. Alors, quelle est l'atmosphère qui règne actuellement à Téhéran? Parce que ce que l'on voit essentiellement, ce sont ces images massives de milliers ou de centaines de milliers d'Iraniens qui suivent la dépouille mortelle du leader. Mais est-il vrai qu'il y a derrière cela, on va dire aussi des célébrations, on va dire festives derrière, on va dire en coulisses? Donc, il y a plusieurs aspects dans cette cérémonie, disons, de funérailles organisée par le régime islamiste en Iran. C'est pour montrer qu'ils sont toujours debout, qu'ils sont toujours forts. Mais en fait, c'est une apparence en même temps, car si ça se fait, c'est autorisé par les autorités américaines. Donc, le président américain, il l'a dit également, pendant une semaine, donc le régime va pouvoir organiser ces funérailles. Et d'autre part, effectivement, ce qui a commencé depuis hier en recevant des délégations de différents disons, des pays. En tout, jusqu'à maintenant, il y a eu 3 chefs d'État et puis plusieurs délégations petites et moyennes, comparées en moyenne, donc le représentant de la Russie, Medvedev, etc. Mais également, il y a eu pas mal de délégations, disons, des islamistes terroristes, tels que la délégation donc, de Rachad al-Shabi, les Houthis, ainsi que donc Hezbollah, et également les talibans, etc. etc. Donc, le régime se prépare à ce qu'il y ait une grande, disons, défilé au centre de Téhéran pour aller vers enfin, c'est aujourd'hui même qui va vers la place donc de la liberté, etc. Et donc, d'ailleurs, certaines vidéos montrent que sur le chemin donc de la manifestation, ils sont en train de démolir un certain nombre, disons, de rues pour que effectivement qu'il n'y ait aucun obstacle
dans le déroulement de la défilée. Et donc, le régime a annoncé 20 millions, mais bien évidemment, c'est un objectif de propagande. Impossible d'avoir 20 millions, mais certainement, il y aura peut-être 1 million, disons, de personnes. Et d'ailleurs, le régime a organisé pas mal de cars qui ramènent effectivement ses partisans vers Téhéran afin que la défilée soit bien massivement, disons, organisée. Alors, derrière cette organisation, il semble qu'il y ait, et c'est ce que l'on dit en tout cas en Israël, de véritables tensions au sein même du régime, entre par exemple le président Pezeshkian et les gardiens de la Révolution. Quel est le rôle de Mujtaba Khamenei? Est-ce qu'il dicte ses volontés? Est-ce que véritablement il est exact de dire que si les attaques américaines et israéliennes n'ont pas obtenu, on va dire, suffisamment la chute du régime, elles ont tout de même provoqué de très vives tensions au sein même du régime? Des frappes américano-israéliennes avaient entraîné véritablement des coups sévères contre le régime islamiste. Et le régime islamiste a subi véritablement a connu des grosses difficultés au niveau interne, c'est-à-dire un système qui est de plus en plus fissuré. Donc l'augmentation des tensions à l'intérieur du pouvoir, à partir du moment où Khamenei a été tué, et Khamenei était donc le pivot essentiel du régime. C'était Velayet Faqih. Et donc tout passait par lui, si vous voulez. Et que maintenant, puisque donc Khamenei il est tué, qui est une grosse victoire à la fois pour les Israéliens, les Américains, mais également et aussi véritablement beaucoup pour les Iraniens eux-mêmes. Et donc, à partir du moment où le pivot a été bien évidemment déstructuré, et donc l'ensemble des groupes qui sont au sein du pouvoir, effectivement, ont commencé une guerre, disons, entre eux, afin d'assurer leur propre pouvoir, leur propre position, si vous voulez. Mais est-ce qu'il est exact, Didier, de dire qu'il y a, on va dire que Pezeshkian, c'est la tendance, entre guillemets, modérée, et puis les gardiens de la Révolution et Mujtaba Khamenei, c'est la tendance dure, celle qui refuse, on va dire, des négociations avec les Américains? Écoutez, sincèrement, concernant Mujtaba, on ne peut pas parler véritablement, on n'a aucun signe, et d'ailleurs il est possible que lui il soit complètement abîmé et de ne pas pouvoir d'ailleurs s'exprimer, etc. Mais ce qui se passe, ça met en évidence la volonté des gardiens de la Révolution, surtout Rahimi, si vous voulez, qui est à la tête donc des gardiens de la Révolution, et les gardiens de la Révolution ont passé un deal avec effectivement Ghalibaf, et donc Ghalibaf, on peut résumer, si vous voulez, donc le commandant de gardiens de la Révolution a à peu près 50% de pouvoir, et ensuite Ghalibaf a aussi la moitié de ce pouvoir. C'est une coalition très fragile, qui n'est pas encore stabilisé, si vous voulez, mais néanmoins, avec ces deux tendances, ces deux groupes-là, à la fois les gardiens de la Révolution, mais également Ghalibaf, que lui, il était aussi un ancien gardien de la Révolution, et aujourd'hui, dans une alliance aussi avec Pezeshkian. Pezeshkian n'a aucun pouvoir, si vous voulez, mais néanmoins, il est, soi-disant, considéré parmi les réformateurs et tout ça, c'est disons, du mensonge, car il a approuvé entièrement les massacres des Iraniens qui a été ordonné par Khamenei, mais néanmoins, il est pour la démarche de négociation, d'une manière très appuyée, c'est vrai cela, et que cela convient également à Ghalibaf pour ses ambitions personnelles, et visiblement, les gardiens de la Révolution, en partie, sont, disons, d'accord avec cette stratégie, mais néanmoins, à l'intérieur des gardiens, mais aussi d'autres groupes au sein donc disons, de cette gouvernance, ils sont en désaccord et ils cherchent toujours la vengeance concernant donc Ali Khamenei.
Alors de quoi sera fait l'Iran d'après Khamenei au lendemain des obsèques? À quoi doit-on s'attendre? Est-ce que vous pensez qu'il est réaliste d'envisager un retour au combat, même de la part des Américains? Parce que on a le sentiment que les Iraniens ne sont pas prêts à lâcher le bout, la moindre concession dans les négociations avec les Américains. C'est vrai que le premier élément, c'est que avec la mort de Khamenei, donc la version du pouvoir islamique en Iran, c'est une version, disons, de très militaire, si vous voulez là. Même si le clergé n'a pas totalement quitté ce pouvoir-là. Deuxième point, effectivement, le régime iranien toujours, il veut continuer la situation ni guerre ni paix. Car effectivement, il n'a pas tellement envie de déclencher une nouvelle guerre, car il sait qu'effectivement, il a subi beaucoup d'échecs, et s'il va continuer encore la guerre, et à part quelques atouts qu'il a en lançant des missiles contre les pays arabes autour de la zone du Golfe Persique, mais néanmoins, le régime iranien n'a pas intérêt à déclencher une nouvelle guerre. Mais néanmoins, ce qui est, disons, l'élément structurel du régime, il est toujours dans la propagande anti-américaine, anti-israélienne et pour une démarche de djihad, mais cela fait partie de son discours idéologique afin de mobiliser une partie donc de sa population, si vous voulez, de la population base sociale de ce régime-là, mais néanmoins, au niveau international, de mener une guerre idéologique contre les Américains, tout en exerçant une pression afin d'obtenir quelques encore concessions là. Mais ce régime-là, il est possible que, justement, puisqu'il ne veut pas céder totalement sur la question nucléaire, les missiles, les proxys, etc., qu'il soit encore à l'origine d'une nouvelle guerre dans le futur, même si cette guerre-là sera courte. Eh bien, merci beaucoup Didier Djadi d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir expliqué ce qui se passait, on va dire, derrière, en coulisses de ces obsèques, de ces funérailles nationales d'Ali Khamenei. Bien entendu, on devrait en savoir plus au lendemain de ces obsèques qui doivent se prolonger durant toute la semaine. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Et ce matin, les manchettes des quotidiens israéliens et les premières pages des principaux sites d'information israéliens sont consacrées à la nouvelle tension entre la Cour suprême et le gouvernement de Binyamin Netanyahou. Au cœur de cette nouvelle tension, la décision de la Cour suprême de geler la dissolution du Conseil de la seconde autorité télévisuelle ou audiovisuelle. Le gouvernement Netanyahou a annoncé hier qu'il n'avait pas l'intention de respecter l'arrêté de la Cour suprême, ce qui risque de provoquer une crise constitutionnelle, affirment les experts. Et pour le Yediot Aharonot en manchette ce matin, cette décision du gouvernement n'est rien de moins qu'un véritable tremblement de terre. Pour illustrer cette manchette, le journal nous montre les deux principaux protagonistes, Binyamin Netanyahou d'un côté et le président de la Cour suprême, Yitzhak Amit, de l'autre. En sous-titre, le Yediot Aharonot cite le ministre des Télécommunications, Shlomo Karhi, qui a déclaré: dans le cas précis, la loi israélienne est très claire et ce sont les juges de la Cour suprême qui sont en train de la bafouer avec leur arrêté. Le président Herzog a réagi à la décision du gouvernement en affirmant que celui-ci avait franchi une ligne rouge qu'il ne devait pas franchir. Et le secrétaire général du gouvernement, Yossi Fuchs, a tenté hier soir de calmer les esprits en affirmant qu'il n'y avait pas dans la décision du gouvernement la moindre intention de ne pas respecter un verdict de la Cour suprême. Et ce matin, dans le Israël Hayom aussi, cette tension aiguë entre le gouvernement et la Cour suprême se retrouve en manchette. Le grand quotidien titre ce matin: tout refus de se soumettre aux décisions de la Cour suprême risque de conduire à l'anarchie. Le journal souligne qu'il s'agit là d'une phrase prononcée hier par Gadi Eisenkot dans le cadre de la convention annuelle du Israël Hayom qui s'est tenue hier donc, et l'intégralité de la première page d'ailleurs du Israël Hayom est consacrée à cette convention. Le journal cite également dans le même dossier les propos de Yariv Levin, le ministre de la Justice,
qui a déclaré hier, toujours lors de cette convention, la Cour suprême n'est pas au-dessus de la loi. Même Naftali Bennett était présent. Il a déclaré, si le gouvernement décide de ne pas respecter les verdicts de la Cour suprême, alors chaque citoyen pourra en faire de même et cela conduira à l'anarchie. Quant à la ministre des Transports, Miri Regev, elle a affirmé que le Likoud continuera à dominer, même après les élections. On suppose qu'il s'agira de dominer la classe politique israélienne. Selon elle, au centre de l'échiquier politique, on prend conscience de la nécessité d'un Premier ministre qui est capable d'entreprendre des démarches. Et enfin, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré dans le cadre de cette même convention, notre gouvernement a fait de remarquables choses en matière de sécurité depuis le 7 octobre. Nous avons mené une guerre avec des résultats fantastiques. Tout cela est donc en première page du Israël Hayom. Et ces titres sont illustrés de photos des différents panels et entretiens qui ont marqué donc la convention du journal hier. Et l'on retrouve également les déclarations de ces personnalités en pages intérieures du journal ce matin. Alors qu'écrivent à nouveau à chaud les commentateurs autour de la décision du gouvernement de ne pas respecter le verdict de la Cour suprême dans le dossier de la seconde autorité audiovisuelle. Pour la professeure Michal Tamir, l'actuelle coalition a décidé de faire de la crise aiguë entre le gouvernement et la Cour suprême l'essentiel de sa campagne électorale. Et elle mentionne à ce propos une agression hier contre la porte d'entrée envers des locaux de la chaîne 12, une porte d'entrée qui a donc volé en éclats à la suite d'un jet de pierre de la part d'un agresseur qui se réclame de la droite nationaliste en Israël. Selon la professeure Tamir, les deux actes sont liés. Selon le docteur Shaul Sharaf, toujours dans le Israël Hayom, la problématique est claire et la question est de savoir qui doit-on écouter, son père ou sa mère, la Cour suprême ou le gouvernement, et qui est la source de légitimité. Dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, le professeur Yuval Albashan, lui, pointe un doigt accusateur en direction de la Cour suprême. Selon lui, l'erreur commise par la Cour suprême en décidant de geler une décision légitime du gouvernement est bien plus grave que la décision du gouvernement elle-même de ne pas respecter ce verdict de la Cour suprême. Et Yuval Albashan souligne que le ministre Shlomo Kari connaît parfaitement la halakha selon laquelle un sage qui sait que le Sanhedrin s'est trompé dans son verdict est autorisé à ne pas le respecter. Ron Shapira, lui, estime que la décision du gouvernement de ne pas respecter le verdict de la Cour suprême est scandaleuse. La Cour a livré dans le passé des verdicts plus problématiques que celui-là, et pourtant, jamais le gouvernement n'avait affirmé qu'il ne les respecterait pas. Enfin, le commentateur politique de la chaîne 12, Amit Segal, affirme qu'il n'y a pas de crise constitutionnelle véritable car le gouvernement ne fait que recommander aux membres du Conseil de l'audiovisuel de ne pas respecter le verdict de la Cour suprême. Les quotidiens israéliens reviennent ce matin encore sur d'autres tensions, cette fois régionales ou même internationales. Les journaux se penchent en effet sur le sommet de l'OTAN qui s'ouvre demain à Ankara en Turquie, dans un contexte particulier, alors que la Turquie est courtisée par certains pays européens et qu'Erdogan est résolument devenu l'ami de Donald Trump. L'État d'Israël, lui, se retrouve à nouveau isolé et cela doit alerter les dirigeants israéliens. Le Israël Hayom parle de la Turquie comme d'une puissance régionale militaire qui ne cesse de s'armer et qui va recevoir de Donald Trump des cadeaux comme la livraison d'avions de chasse furtifs F-35. Et puis à noter, la Turquie est aujourd'hui la seconde armée la plus puissante de la région. Pour Nadav Shragay, ce sommet de l'OTAN est le sommet de l'absurde avec un Occident qui ne comprend pas les projets et les intérêts de la Turquie. Une Turquie qui ne se cache plus de parrainer des organisations terroristes comme le Hamas. Et puis ce matin, dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, Nahum Barnea fait un lien direct entre la situation d'isolement d'Israël sur la scène internationale et le mondial aux États-Unis. Barnea a écrit ce matin: pour pouvoir profiter véritablement du mondial, il faut en tant qu'Israélien toujours se choisir une sélection dont on se sent proche. En tant qu'Israélien, il s'agit toujours de la sélection du pays qui est le plus pro-israélien en général. Malheureusement, écrit Barnea, à cause de la politique actuelle menée par le gouvernement Netanyahou, le nombre de pays qui continuent à soutenir Israël s'est rétréci comme une peau de chagrin et ce plaisir, le gouvernement Netanyahou nous l'a retiré. Fin de citation. Et enfin, ce matin, tous les sites d'information nous montrent des extraits d'une vidéo particulièrement émouvante d'un mariage qui s'est tenu hier soir. Il s'agit du mariage de deux ex-otages. Sapir Cohen, qui a passé 50 jours dans les geôles du Hamas, s'est marié avec l'élu de son cœur, Sacha Tropanov, qui lui a passé plus de 500 jours de détention dans la bande de Gaza. Il y avait beaucoup d'émotions hier lors de ce mariage et parmi les invités, des dizaines d'anciens otages. Les journaux soulignent que Sapir et Sacha avaient dû reporter leur mariage qui devait se tenir en mars dernier à cause de la guerre en Iran. C'est le grand rabbin de Russie, Berl Lazar, qui est très proche de Sacha Tropanov, qui a célébré la cérémonie religieuse. Il faut souligner que depuis le 7 octobre, Sapir et Sacha se sont beaucoup rapprochés de leur identité juive. On leur souhaite bien entendu tout le bonheur qu'ils méritent. Mazal Tov.
Il a changé. Cette fois, ce sera différent. Ça, c'est la phrase qu'on se dit quand on revient vers quelqu'un d'un peu bidon, ami ou amoureux, quelqu'un qui nous a fait du mal. Et on y croit vraiment, parce qu'admettre l'idée que rien ne progresse vraiment nous est insupportable. C'est une idée fondatrice de la modernité, une idée à laquelle on tient beaucoup. Le satiriste juif Karl Kraus le formulait avec humour au sujet de la société viennoise de 1910. Tout le monde est convaincu, disait-il, que nous progressons sans savoir vraiment ce qu'est le progrès. Le progrès étant une sorte d'impératif de pensée des sociétés modernes, pas étonnant donc qu'on l'applique à une relation dysfonctionnelle, voire carrément à notre conception du monde. Les temps changent, semble-t-il, les gens aussi. Pas d'inquiétude, espoir, optimisme, les choses s'améliorent. Cette croyance-là, c'est elle, à mon sens, qui est à l'œuvre pour ces 70 familles israéliennes qui se sont installées dans une petite ville du Piémont. Radio France a carrément consacré un reportage à cette petite ville devenue le refuge d'Israéliens en exil. La journaliste décrit une volonté franche d'intégration, les familles suivent un ulpan d'italien, elles s'installent, elles ont pour objectif de rester. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la démarche qui s'opère souvent pour des raisons politiques, c'est la pensée qui la précède. Parce que la terre d'exil, le peuple juif connaît bien. Des contrées les plus froides jusqu'aux pays les plus chauds, les Juifs ont vécu sur des terres d'accueil plus ou moins accueillantes, ont connu une panoplie de régimes, de souverains, de leaders, et ce pendant des siècles, pas des décennies, des siècles. Et conclusion des courses, dépendre du bon vouloir des autres, ce n'est pas l'idéal, c'est même carrément dangereux. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui certains choisissent une Europe que leurs grands-parents avaient justement fui ? On n'entrera pas dans ces considérations a priori politiques. En revanche, ma question c'est qu'est-ce qui fait croire que cette fois ce sera différent ? Et à mon avis, c'est cette foi déraisonnable dans le progrès, cette vision optimiste de soi et des autres qui s'active, présuppose une Europe transfigurée et même peut-être une présence juive plus adaptée. Mais cette attitude pose une question fondamentale. Comment être optimiste sans rejeter l'histoire et ses enseignements ? L'histoire, pas comme un récit du passé, mais comme un savoir vivant, pas comme quelque chose de figé dans les livres, mais comme quelque chose qui respire, qui revient et continue d'agir sur le présent. Il faut dire que quand on pense à cette petite ville du Piémont, ses familles et ses cafés où on doit maintenant entendre parler hébreu, on comprend. L'envie d'une vie tranquille, sans l'ombre d'une guerre, sans l'ombre aussi d'un passé qu'on a envie de considérer révolu, et avec des bonnes choses aussi, indéniablement. Puisque la présence juive en Europe, c'est aussi des échanges féconds et quelques épisodes heureux. Donc, on comprend, mais ça ne doit pas invisibiliser pour autant ce que cette cohabitation a aussi eu d'épouvantable. Cette tendance, les psys l'appellent l'idéalisation rétrospective. C'est le fait qu'avec le temps, la mémoire reconstruit, embellit, efface la douleur et privilégie les moments d'harmonie dans la mémoire. C'est ce qui fait qu'on revient vers quelqu'un ou quelque chose qui nous a fait du mal, avec l'espoir porté par quelques épisodes heureux. Face à une amie qui retournerait pour la 100e fois à une romance destructrice, on se sentirait donc dans l'obligation de réagir. Est-ce qu'il a vraiment changé ? Ou est-ce qu'on a juste envie qu'il ait changé ? Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et nous, de tous les peuples, devrions le savoir. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Gurfinkel. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité pour évoquer ce 250e anniversaire des États-Unis qui intervient, il faut bien l'avouer, dans un contexte, on va dire, mitigé dans les relations entre Israël et les États-Unis. On aurait pu justement s'attendre à ce qu'il y ait, on va dire, des débordements d'enthousiasme et des flammes, des expressions, on va dire, des poèmes et des chants à la gloire de l'amitié entre Israël et les États-Unis. Et c'est pas tout à fait le cas parce qu'on va dire que Donald Trump, au cours des dernières semaines, a quelque peu gâché le plaisir avec certaines déclarations en direction de Binyamin Netanyahou. Ils se sont parlé, les deux hommes, vendredi dernier, à l'occasion justement de cet anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Comment on peut résumer les relations diplomatiques entre Israël et les États-Unis ? Est-ce que finalement, c'est pas relativement courant si on revient dans l'histoire des relations entre Israël et les États-Unis depuis 80 ans, près de 80 ans, bien, il y a eu déjà des tensions de ce type à l'époque, même avec, si je ne m'abuse au début, même avec Truman, qui était peut-être pas hostile à l'État d'Israël, mais ou même avec George Bush père, George Bush fils. Il y a eu plusieurs fois, et bien entendu Barack Obama, il y a eu des tensions, n'est-ce pas ? L'histoire des relations entre Israël et les États-Unis n'est qu'une histoire de tensions. Il y a eu beaucoup plus de périodes
de tensions et je dirais même de difficultés graves que de périodes de coopération sans arrière-pensée. Pour résumer un petit peu les choses de manière chronologique, nous savons que Roosevelt était très réticent devant le projet sioniste. Mmh. Il était d'ailleurs très réticent devant les influences diverses de la communauté juive auprès de son administration. Il savait que le soutien des Juifs américains était l'un des éléments, l'un des paramètres de la coalition qui lui permettait de rester au pouvoir. Rappelez-vous quand même que Roosevelt, cas absolument unique dans l'histoire américaine, a été réélu président 4 fois. Mmh. 4 fois. À l'époque, il n'y avait pas d'interdiction constitutionnelle pour un président de faire plus de 2 mandats. Il n'y avait qu'une tradition. Et Roosevelt a fait 4 mandats dans des circonstances évidemment extrêmement compliquées. Et à chaque fois, l'électorat juif, concentré dans des États clés, ce qui est très important pour l'élection présidentielle américaine, l'électorat juif s'était porté en sa faveur, donc il était obligé d'en tenir compte, mais par ailleurs, il avait beaucoup de, disons, en fait, de froideur vis-à-vis des différentes aspirations juives américaines. Il n'est pas intervenu pour sauver massivement les Juifs européens confrontés au nazisme. Il avait donné pendant toute la Deuxième Guerre mondiale des consignes très strictes pour qu'on n'évoque jamais le sort des Juifs de manière, c'était du moins ce que l'administration affirmait, de manière à ce que les soldats américains n'aient pas l'impression de se battre pour les Juifs. Et à la fin de l'administration, de l'ultime administration Roosevelt, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Roosevelt a inauguré une relation spéciale avec l'Arabie saoudite qui, en fait, allait à l'encontre de la création d'un État juif en Palestine. Alors ensuite, il y a eu Truman, qui était le successeur de Roosevelt. Qui était un évangéliste, non, si je ne m'abuse. Oui, alors Truman est l'homme qui, au moment crucial, et probablement pour des considérations électorales, pour gagner l'élection présidentielle de 1948, Truman s'est déclaré en faveur de la création de l'État d'Israël et a reconnu l'État d'Israël. Mais ensuite, il y a eu un gel total. Un embargo environ. Il y a eu un embargo sur les armes destinées à Israël. Il y a eu des mesures glaciales vis-à-vis d'Israël. Et il faut bien dire une chose, c'est très important de le dire et de s'en rappeler. Autour de Truman, il y a eu une équipe absolument exceptionnelle, ceux qu'on appelait les 7 hommes sages, the 7 wise men. Ce sont les hommes très intelligents, très sages en effet, qui ont construit le monde de l'après-guerre sur lequel, en réalité, du moment qu'on était du côté occidental du monde, ceux qui ont construit un univers de paix, de développement et de progrès, à la fois sociétal, économique, technologique, absolument sans précédent. Mais ces hommes étaient tous hostiles à la création de l'État d'Israël pour des raisons géopolitiques diverses. Eisenhower, qui était quelqu'un d'assez remarquable tout de même par rapport à ce qu'on pourrait appeler la question juive en général, et à qui l'on doit de savoir quelque chose sur les camps, puisqu'il a pris l'initiative contre les instructions du président des États-Unis de faire venir les journalistes pour filmer
les camps au fur et à mesure que ceux-ci étaient libérés par les forces américaines. C'est ce qui a été, en termes de communication, l'impact le plus important pour faire entrer dans l'esprit du monde la réalité de la Shoah. Mais Eisenhower, président, était un président extrêmement distant vis-à-vis d'Israël. Ce n'est que tout à fait à la fin de son deuxième mandat, à peu près, je dirais, à partir de 1957, dans les années 57, 58, enfin, c'est tout à fait à la fin de son deuxième mandat que certains de ses conseillers ont commencé à dire « mais finalement, on devrait revoir complètement notre politique. Nous croyons qu'une alliance avec les Arabes est la clé de notre avenir au Moyen-Orient. Rien n'est moins sûr. Et en fait, Israël peut présenter un intérêt stratégique extrêmement important. » Ensuite, il y a eu un début de dégel avec John Kennedy. Il y a eu quelque chose de très ambigu avec Lyndon Johnson. Rappelez-vous que Lyndon Johnson a refusé de venir en aide à Israël au moment de la guerre des 6 jours. Pendant la guerre des 6 jours. Le premier président qui a vraiment décidé d'aider Israël dans un moment crucial, c'est Nixon. C'est Nixon, c'est Richard Nixon. C'est Richard Nixon. Alors Richard Nixon a une image absolument détestable, Oui. fondée en partie sur l'affaire du Watergate, mais en réalité fondée sur une vieille cabale à la fois idéologique et médiatique menée par la gauche américaine. Mais Nixon est l'homme qui, contre l'avis de Henry Kissinger, a apporté une aide absolument vitale à Israël pendant la guerre de 1973, la guerre de Yom Kippour. Oui. Ensuite, nous avons eu, Ford a très peu compté, on a eu Jimmy Carter qui était plutôt, on va dire plutôt hostile, hein. Plutôt hostile. La première fois où il y a eu une administration non pas totalement pro-israélienne, mais où l'élément pro-israélien était quand même très important et disposait d'une influence réelle. Ça a été avec Ronald Reagan. Oui. Et donc, Ronald Reagan, c'est le début d'un changement très important dans les relations israélo-américaines. D'ailleurs, c'est passé, même Reagan est passé par un moment de tension extrême avec Israël au moment de la guerre du Liban de 1982. Oui. Mais en définitive, l'administration Reagan a été une administration de rapprochement et de valorisation d'Israël. Et c'était aussi le moment où ceux qu'on a appelés les néoconservateurs, c'est-à-dire une pléiade d'experts et d'intellectuels juifs pro-israéliens et repentis de l'enthousiasme de gauche ou de centre-gauche ou d'extrême gauche qui avait marqué une partie de la communauté juive américaine jusque-là, sont devenus partie prenante de la droite conservatrice américaine. Après, il y a eu Bush père qui était très anti-israélien. Oui. On a eu Clinton qui était largement pro-israélien, mais avec quelques limites, mais enfin largement pro-israélien. On a eu Bush fils qui, lui, a été totalement, n'exagérons pas, mais assez largement pro-israélien. Ensuite, on a eu les années Obama, et enfin, on a eu le phénomène... Le feu d'artifice Trump. Hors norme de Donald Trump. Donc, il faut avoir tout cela en tête. Il faut se rappeler que si les États-Unis ont d'emblée accordé l'égalité religieuse, civile et politique aux Juifs dès leur création, les États-Unis quand même sont un pays où des formes, certaines formes d'antisémitisme sont restées légales jusque dans les années 1960. Des formes de discrimination privée étaient considérées comme totalement légales et admissibles. Les États-Unis sont quand même le pays qui, après avoir absorbé des millions d'immigrants juifs à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, se sont littéralement fermés avec le système des quotas à l'immigration juive. Donc, il y a eu, tout au long de l'histoire américaine, en réalité,
des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Et la crise que l'on vit actuellement, il faut d'ailleurs attendre un petit peu pour mesurer la véritable dimension de cette crise. Oui. Il est vraiment trop tôt pour avoir une véritable opinion profonde sur ce qui se passe actuellement. Donc, n'est qu'un épisode qui s'inscrit dans une longue suite de tensions. Une dernière question, il nous reste 2 minutes, je ne sais pas si vous aurez le temps de répondre, mais toujours lorsqu'on parle de l'indépendance des États-Unis, on revient au père fondateur, à John Adams, à comment s'appelle-t-il, à Jefferson, qui se référaient tout le temps à la Bible, et dans leurs discours, les premiers discours étaient des discours très impressionnants en termes de retour d'une patrie, d'un peuple vers une patrie qui s'inspirait en fait de la sortie d'Égypte, du peuple juif. Ça existe toujours on va dire dans le mythe américain aujourd'hui, cela, ou c'est totalement estompé? Ça a été fondamental dans le mythe américain jusqu'à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est en perte de vitesse. Tout simplement parce que il y a aux États-Unis, comme dans d'autres parties de l'Occident, des changements civilisationnels extrêmement profonds qui sont en cours. Il y a une déchristianisation des États-Unis moins marquée que la déchristianisation de l'Europe, mais tout de même réelle. Il y a une immigration venue du Sud global, d'un Sud global qui n'est pas chrétien, qui n'est pas du tout formaté par l'héritage biblique. Et j'ajouterais que même chez les chrétiens américains, vous avez évidemment une différence entre la tradition, une certaine tradition protestante extrêmement ancrée sur l'Ancien Testament, et une tradition différente. Le monde catholique était longtemps beaucoup moins intéressé par cette dimension biblique de la nation américaine. Il n'en reste pas moins que, oui, les États-Unis ça continue à parler aux Américains l'héritage biblique. Il est vrai que ce qu'on pourrait appeler le mythe national américain, c'est quand même le mythe de la terre promise transplantée dans l'hémisphère occidental. Il y a donc toujours un héritage biblique, sinon judéotrope, mais du moins biblique, important dans la culture américaine. Eh bien, Michel Gurfinkel, merci beaucoup. Comme d'habitude, c'était toujours très intéressant, passionnant de dialoguer avec vous, surtout donc à l'occasion de ce 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, de revenir d'une certaine manière aux fondamentaux de cette relation entre Israël et les États-Unis, et même aux fondamentaux de l'histoire des États-Unis, qui n'est pas loin de nous rappeler donc d'une certaine manière l'histoire du peuple juif. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Nous allons terminer cette heure d'actualité en ouvrant une belle page sportive, bien entendu, à l'occasion des 22e Maccabiades et surtout à l'occasion d'une moisson impressionnante de médailles qui ont été récoltées, qui a été récoltée par la délégation des Olympiques de France, dirigée par notre ami Michael Kandel. Michael, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel Boker Tov. Alors on est impressionné, j'ai lu la liste des lauréats, enfin des médaillés d'or, d'argent et de bronze. C'est tout à fait impressionnant. En 24 heures, on peut dire, on a raflé une moisson de médailles assez impressionnante. Racontez-nous exactement qui a remporté des médailles, qui sont, on va dire, les nouveaux champions des Maccabiades, en particulier ceux qui ont obtenu, bien entendu, une médaille d'or. Alors bien sûr, donc il déjà choisi du 5000 mètres d'une course, donc c'est notre équipe de course, et aux 5000 mètres a raflé, on va dire, 5 médailles. Ariane Kandel, médaille d'or dans catégorie plus 55, Sabrina Moïse, médaille d'argent, Adrien Vieilleville, médaille d'or, Noam Tsourieli, aussi médaille d'argent, et Hervé Attali en médaille de bronze.
On rajoute que nous avons posé réclamation car il est possible que l'argent de Sabrina Moïse se transforme en or et le bronze de Hervé Attali se transforme en argent. Donc nous attendons la réponse de la direction technique du Maccabi en tout cas. C'était hier soir une très belle fête à Herzliya et donc notre équipe de course commence ses Maccabiades sur les chapeaux de roue. Alors ça, c'est, on va dire, en athlétisme, il y a eu aussi des distinctions et des médailles dans d'autres compétitions, n'est-ce pas ? Tout à fait, puisque Cyril et Matane Simon, comme il y a 4 ans, ont ramené à la délégation des Olympiques de France la médaille d'argent en double de tennis de table hier au Wingate. Et donc, ça porte le total de la délégation des Olympiques de France à 8 médailles, 3 en or, 3 en argent et 2 en bronze, ce qui place les Olympiques de France à la 3e place du classement général des médailles, derrière l'intouchable Israël et les États-Unis. On verra où ça va nous mener à la fin de cette quinzaine. Alors c'est tout à fait impressionnant. Déjà, ça veut dire aujourd'hui, on peut dire que les Olympiques de France sont situés donc à la 3e position du classement des médailles. C'est inattendu, inespéré, non presque. C'est complètement inattendu, inespéré, tout à fait, puisque j'avais pronostiqué 6 médailles en tout, donc on en a déjà 8, et je pense que ce n'est pas fini, puisque nos coureurs ont encore 3 courses et qui peuvent encore glaner des médailles. J'ajoute également qu'aujourd'hui, nous avons l'entrée en liste de nos nageurs, et on devrait aussi, je pense, devoir avoir 1 ou 2 médailles aussi là-bas, avec Iris Gagnon et éventuellement avec notre ami le sportif paralympique malvoyant Itzik Iaïch qui s'engage aujourd'hui, donc qui commence sa compétition. Alors comment vous expliquez cela, Michael, ces succès, ces belles médailles, comment vous expliquez cela ? Alors, ce sont des gens qui ont pris très au sérieux les Maccabiades, et pas depuis 2 mois, mais c'est depuis 2 ou 3 ans. Ce sont des gens qui s'entraînent régulièrement, qui font de la compétition. Ce ne sont pas des gens qui vont faire un footing le matin à la plage. Et donc, tous ces gens-là, ils s'entraînent et ils veulent obtenir des médailles. Et donc, c'est pour ça qu'après des efforts pareils, ils arrivent à avoir des médailles et à battre les meilleurs, on va dire, sportifs juifs du monde. Alors hier, Jean Veil nous disait aussi qu'il y avait peut-être un atout, une botte secrète par le fait que en fait les coureurs, les athlètes, eh bien courent à la mémoire des soldats israéliens qui sont tombés au combat et que cela d'une certaine manière les pousse à obtenir des performances plus impressionnantes qu'ils ne le pensaient peut-être eux-mêmes. Exactement. Hier soir, on peut signaler d'ailleurs la présence au concours de Geneviève Molina, la mère de Valentin Guenassia. Ariane Kandel qui a couru en la mémoire de Valentin Guenassia. Il y avait également les parents de Nathaniel Young, dont le fils était parrainé par Noam Tsourieli, qui a donc récolté la médaille d'argent. Et bien sûr, les autres sportifs, les autres coureurs avaient aussi représenté aussi des Chayalim et ils ont reçu des encouragements de la famille. Et vraiment, ils disent tous que ça les pousse et on les voit dans nos groupes sur les réseaux sociaux. Ils sont poussés pour élever le souvenir de ces Chayalim. Alors justement, il y a aussi parmi les athlètes qui concourent dans les Maccabiades, il y a aussi des soldats qui sont actuellement même en service de réserve, en service de Milouim. C'est le cas de Noam Tsourieli. Exact, puisque Noam Tsourieli est sorti vendredi matin, donc avant Shabbat, pour pouvoir concourir. Il était inscrit à 4 courses, il va en faire qu'une, mais il a gagné la médaille d'argent, donc il a trouvé le temps. Un grand bravo à Noam Tsourieli, spécial, sorti de Milouim pour cette course et qui retourne, on va dire, dans le Grand Nord israélien. Oui, dans le Grand Nord, on sait exactement ce que ça veut dire. En tout cas, merci beaucoup, Michael. Il y a d'autres informations. Quel est le programme pour la journée ? Alors, je vous donne très rapidement donc quelques autres résultats. On a nos équipes de football ont été défaites, les plus 45 2-1 à la dernière seconde contre le Mexique. Les plus 55 4-0 contre une équipe du reste du monde. Le foot U19 de Yemi Nord a perdu 3-2 contre les USA, donc effectivement aussi de justesse. Le futsal Open 5-0 contre le Mexique a été défait et le futsal 35+ a perdu contre Israël. Notre équipe de volley a également perdu contre l'équipe d'Israël qui sont des équipes très fortes. Un grand bravo aussi à Fabrice Alphon et Olivier Harpouf qui ont fini ce matin leur tournoi de paddle avec brio. En tennis, David Ayoun bat Dan Klein 6-2, 6-2 et se retrouve en demi-finale du tournoi des 35+.
Et il est également en compétition, donc en lice pour 2 médailles d'or, puisqu'il est également en compétition dans le double messieurs. Joël Burstein s'est incliné contre le patron du tennis à Ashkelon, Michel Gabay, 6-2, 6-2, mais il reste quand même en lice pour une médaille de bronze. Eric Copeland, lui, est en quart de finale de sa catégorie, comme Moshe Sidi, qui affrontera l'Israélien Asaf Almaz, numéro 1 de sa catégorie en Israël. Eh bien, ce sont des performances tout à fait impressionnantes qui n'ont rien à rougir, on va dire, des performances même des athlètes israéliens, pour ne pas parler même de la délégation des gens venus de France. C'est une très belle performance, très beau résultat pour l'équipe des Olympiques de France qui, je rappelle, est parrainée par Kalita. Merci beaucoup, Michael Kandel, d'avoir été fidèle au résultat pour nous avoir donné justement fidèle au rendez-vous pour nous avoir donné ces résultats. Merci, bonne continuation. On se retrouve demain matin pour un nouveau point sur les derniers résultats de ces 22e Maccabiades et en particulier donc bien entendu pour l'équipe des Olympiques de France parrainée par Kalita. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée.